Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire organisé par le CIDJ, le Centre d'information et de documentation pour la jeunesse. Je suis Laurence Nalem, je suis en charge du centre de formation aux professionnels du CIDJ qui, en plus de proposer un catalogue de formation, organise tout au long de l'année des événements pour vous permettre de découvrir ou de mieux connaître un certain nombre de métiers, et en particulier des métiers porteurs en matière d'emploi. On se retrouve pour vous présenter les métiers de la maintenance des matériels agricoles et d'espaces verts. Alors, je vous précise que ce webinaire est organisé en partenariat avec l'organisation professionnelle CEDIMA et avec le concours financier de l'OPCO EP et du gouvernement. Voilà. Alors donc ce matin, nous avons deux intervenants, enfin un intervenant et une intervenante, qui vont vous présenter dans la première partie de ce webinaire finalement les enjeux du métier. Donc Florence Brand, qui est membre du bureau, alors CJMA, c'est le Conseil de la jeunesse, c'est ça? Le club des jeunes des Le machinismes club des jeunes. agricoles, c'est un club Voilà, qui fait partie de merci. CEDIMA. Voilà. Très bien. Et j'avais oublié de vous présenter Natalia. Natalia est avec nous aussi. Elle est chef de projet en communication, donc pour CEDIMA. Et donc, vont intervenir, vous présenter ce secteur et cette filière, Florence Brand, qui est responsable comptable pour le groupe UO, et Benjamin Doucet, qui est directeur marketing et gestion digitale pour le groupe Cerco France. Voilà. Donc, la première partie du webinaire sera consacrée à l'intervention proprement parlée de nos deux intervenants que je viens de vous présenter. Et la deuxième partie sera consacrée à répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Voilà, je vous laisse la main. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, comme l'a précisé Laurence, je suis Florence Brand, je suis responsable comptable du groupe UO Agriculture. Nous sommes concessionnaires Nioland en Franche-Comté. J'ai 12 ans d'expérience dans le métier et je suis ravie d'animer ce webinaire avec mon collègue Benjamin. Je peux te présenter. Bonjour à tous, merci Florence. J'ai aussi 12 ans d'expérience. Voilà, tu vois, on est arrivé en même temps dans le milieu agricole. Moi, je travaille pour un groupe de concession qui s'appelle Cerco France. On représente la marque Classe sur une large partie ouest de la France, Aquitaine, Centre-Val de Loire. Et je m'occupe aussi d'activités en Suisse puisque notre entreprise a été cédée à une coopérative suisse. Donc moi, je m'occupe du marketing pour le groupe en France et d'une société aussi de nouvelles technologies en France et en Suisse. On en parlera un petit peu après. Très bien, merci Benjamin. Donc, nous souhaitions débuter ce webinaire. Écoutez, on va attaquer dans le vif du sujet par, par casser les idées préconçues vraiment du machinisme agricole. On va peut-être passer directement voilà, à la slide. Ah non, attends, d'abord, je voulais... Voilà, pardon, on a Effectivement. oublié la première slide. Vous remettre un petit peu dans le contexte de l'écosystème de la distribution. Donc, Florence et moi-même, on représente donc la distribution de matériel agricole et de matériel d'espace vert en France. Voilà comment ça se passe, l'écosystème. Donc, on a des constructeurs, on a des fabricants qui sont là pour concevoir divers matériels. Ce sont des entreprises qui ont des tailles vraiment variées, qui pour la plupart ont des présences, sont plutôt présents à l'international. À noter qu'on a encore la chance en France d'avoir aussi des constructeurs qui sont encore bien présents euh, avec un vrai système de production comme Massey Ferguson ou Claas. Massey Ferguson, une usine à Beauvais, et Claas a encore son usine de tracteurs, ou développe son usine de tracteurs au Mans. Donc ces constructeurs, ils ont besoin d'un réseau de distribution pour, pour vendre leurs produits, mais surtout pour qu'on puisse les maintenir en état et effectuer du service sur ces matériels. Donc, on est en fait un peu à l'image d'un réseau de concessionnaires agricoles comme un Peugeot ou un Renault. Vous voyez des bâtiments avec écrit Fendt, Claas, Husqvarna, etc. Donc on est un réseau de concessionnaires. Pour la plupart, nous sommes des privés, nous sommes indépendants vis-à-vis du constructeur. Nous avons signé des contrats de distribution avec certaines marques. Et donc, nous assurons la vente, donc le conseil, la vente et la maintenance des matériels sur des secteurs donnés.
Il faut bien comprendre que nous sommes des entreprises avant tout de services, que la vente des matériels ne représente qu'à peu près 20% du résultat de nos entreprises. Donc, l'effectif, à peu près plus de 60% ou entre 50 et 60% de notre effectif sont des personnes liées directement au service, donc à la maintenance, à la vente de pièces, directement au service après-vente et au service sur la maintenance des matériels. Donc, on travaille pour des utilisateurs finaux qui vont aussi être assez variés. On retiendra les agriculteurs et les particuliers, par exemple, pour les matériels espaces verts, mais pas seulement. L'espace vert, on va aussi sur de la connectivité territoriale, sur des châteaux, des campings, des choses privées, les aéroports de Paris, on peut citer. Et puis pour la partie matérielle plutôt agricole, on va retrouver des professionnels comme des agriculteurs, beaucoup de collectivités territoriales, hein, l'entretien des voiries, beaucoup de paysagistes et aussi de l'industriel qui ont besoin de chargeuses ou de télescopiques. Et donc nous sommes le réseau de distribution, nous achetons, nous vendons et nous rendons service à nos clients pour la maintenance des matériels. Très bien. Nous attachons vraiment une importance à casser les idées préconçues du machinisme agricole. C'est vraiment essentiel pour promouvoir une vision précise de nos métiers. Ne croyez pas, par exemple, que les agriculteurs n'ont pas d'équipement moderne. Pas du tout. Notre secteur est vraiment moteur d'innovation avec des technologies de pointe telles que le GPS, la robotisation, l'agriculture de précision, l'automatisation, et ce qui permet vraiment à nos agriculteurs de gérer leurs exploitations de manière beaucoup plus durable. Une autre idée que nous pourrions avoir serait celle des métiers qui seraient en voie de disparition. Pas du tout, bien au contraire, nous recrutons en permanence. S'il y a bien un domaine où la sécurité de l'emploi elle est assurée, c'est dans nos concessions. Puisque n'oublions pas que nous sommes nous aussi un maillon essentiel à la production alimentaire pour répondre aux besoins croissants de la population mondiale aujourd'hui. Donc c'est vraiment un métier, des métiers, ce sont vraiment des métiers qui ont de l'avenir. Nous pourrions aussi penser que les mécaniciens sont des professionnels peu qualifiés. Pas du tout. Tous nos métiers sont de plus en plus reconnus et de plus en plus qualifiés. C'est très, très important puisque les compétences aujourd'hui ne cessent d'évoluer. Et du coup, nous attachons beaucoup d'importance à former des techniciens pour acquérir des compétences en électricité, en hydraulique, en motorisation, des compétences électriques, climatisation, etc. Autant de compétences qui font vraiment évoluer nos techniciens vers des techniciens expérimentés aujourd'hui. Ce sont 3 idées préconçues essentielles, mais il y en a beaucoup d'autres. Toutes les visions qui pourraient être, les visions négatives qui pourraient être liées à des préoccupations environnementales aussi, par exemple, sont complètement à bannir dans notre domaine, puisqu'aujourd'hui, tous les constructeurs s'engagent pour une agriculture durable. Tous les équipements modernes conçus aujourd'hui sont conçus pour une utilisation beaucoup plus efficace de nos ressources, comme l'eau ou comme les engrais. Aujourd'hui, on a des constructeurs qui sont engagés dans des tracteurs qui fonctionnent au méthane, des tracteurs électriques. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'équipements aujourd'hui qui contribuent à une avancée pour une agriculture vraiment beaucoup plus durable et éthique. C'est très important. Voilà, durable et éthique, ça fait partie des valeurs de notre secteur d'activité. On a des valeurs qui sont très terre à terre, hein. On travaille avec nos agriculteurs qui travaillent la terre qui est pas délocalisable, hein. Ça rejoint ce que tu disais, Florence, sur des métiers en voie de disparition. On peut pas délocaliser la terre. On aura toujours des agriculteurs. On aura toujours besoin de leur rendre service. Donc, on participe, nous, à notre échelle, dans cette ligne de valeur. On participe à garantir une alimentation suffisante pour la population. Et en partenariat avec les constructeurs, on participe aussi à rendre cette production plus saine. Donc, c'est ce sens-là. Donc, la technologie, le smart spraying, donc c'est par exemple, la pulvérisation
de précision. Plutôt que d'arroser tout un champ, on va aller vraiment cibler l'adventice et mettre la bonne goutte de la bonne taille au bon endroit. Voilà jusqu'où on va aujourd'hui. Donc ces valeurs-là, moi, ça semble des valeurs fortes à transmettre dans un monde ou dans un environnement où aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui cherchent un sens positif à leur travail et à leur vie. Donc ça, ce sont des arguments forts. Voilà. On peut rappeler que pendant le Covid, notre métier, il était classé comme essentiel. Euh, Nous, on a tous travaillé pendant le Covid. Ça, c'était une chance pour nous de pouvoir continuer à sortir et à travailler. Mais ça donnait aussi un regard différent sur notre métier et sur les métiers des techniciens, de la maintenance, etc. Sans eux, l'été du Covid, on ne pouvait pas aller réparer les moissonneuses-batteuses, des tracteurs, etc. Ça mettait à mal la production. La France est un grenier pour le monde. Il y avait un réel impact mondial de continuer voilà, l'activité de maintenance agricole chez nous. Donc notre objectif aussi, on travaille à améliorer les conditions de travail et à diminuer la pénibilité de nos clients, mais aussi en interne, on améliore sans arrêt nos standards de sécurité et de pénibilité au travail. Et bien sûr, le dernier, pas des moindres, c'est l'entretien des parcs et contribuer à développer nos paysages et favoriser à développer aussi la biodiversité de nos paysages. Donc ça, c'est un ensemble de valeurs qui sont, je pense, à mettre en avant dans notre métier, parce qu'il y a peu de métiers qui peuvent se targuer d'avoir des valeurs aussi terre à terre et essentielles pour la population. Quelques chiffres clés. Bon, alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un grand maillage en France avec 2600 PME. Certaines vont avoir une seule structure, un seul bâtiment. D'autres peuvent atteindre plusieurs centaines de personnes et même avoir aussi une présence à l'international. Là-dessus aussi, l'avantage de notre secteur, c'est qu'on est très répartis et on a des emplois qui sont répartis on a des emplois ruraux, pardon. Voilà, je pense que c'est important aussi à souligner quand on a beaucoup d'emplois qui se concentrent autour des villes ou dans les villes. Là, on continue à avoir des activités au cœur de nos régions et délocalisées au plus proche de nos clients. On a encore de l'emploi et des offres d'emploi dans des secteurs ruraux, ce qui peine aujourd'hui à être le cas pour d'autres secteurs d'activité. Et puis, on se le dit assez souvent dans notre secteur d'activité, on est un peu une grande famille. On est 40 000 salariés, on se connaît pas tous, mais on se connaît beaucoup. On a un grand réseau. Et il n'est pas rare de voir des carrières aussi naviguer d'entreprise en entreprise et de pouvoir ainsi aussi voyager dans le pays et puis changer de région. On se connaît tous, on a des grandes valeurs et des grandes attentes, donc on a beaucoup de respect entre nos concurrents et nos collègues. Donc il n'est pas rare voilà, de s'échanger, si on peut dire, ou de recruter des gens qui viennent d'autres structures et de permettre à ces gens-là qui font de la maintenance d'avoir un potentiel et de ne pas être renfermés à un endroit et de pouvoir se projeter ailleurs dans d'autres entreprises et aussi dans d'autres régions en France. C'est des choses qui sont tout à fait possibles de par notre structure d'entreprise. Donc des compétences multiples, des secteurs divers. Ouais, notre terrain de jeu est très vaste. En France, on a la chance d'avoir un panel d'agriculture assez incroyable. Moi, sur ma région, on va passer de la production d'huîtres à l'élevage, à la noix, aux céréales, à diverses choses. On passe par l'irrigation, les espaces verts, la viticulture, bien sûr. En fait, partout où il y a du vivant, où il y a une plante, on a du service à fournir. Donc, on a une présence. De tous ces secteurs, aucun n'est délaissé par les technologies dont nous avons un peu parlé avant. Et voilà, vraiment aucun. Par exemple, nous, on a en Dordogne, donc chaque concessionnaire et chaque région a des spécificités de par les cultures qui y sont propres. Euh, pour ma part, par exemple, en Dordogne, on a une activité très forte avec les noix AOP de la région là-bas. Et on a des systèmes de production qui sont à la pointe de la technologie. Alors, peut-être avoir du mal à s'imaginer ça en Dordogne quand on voit
la nature qu'il y a là-bas, mais on travaille avec des robots pour l'entretien des vergers, on a des lignes de tri et des trieurs optiques pour les noix. On a vraiment un secteur d'activité qui est vraiment à la pointe dans dans cette région-là. Donc voilà, aucun de ces secteurs n'est délaissé par les technologies et on a un panel aussi d'agriculture, pardon, et de compétences toujours dans notre secteur. Alors, des secteurs, effectivement, des secteurs divers qui forcément offrent un large éventail de métiers aujourd'hui dans nos possessions pour répondre aux besoins de tous ces clients. Voici par exemple 3 métiers courants que l'on peut retrouver dans toutes les concessions, celui de technicien, de magasinier ou de commercial. L'idée n'est pas de vous lister les missions de chaque poste ou de faire des fiches de poste, non, mais vraiment de vous expliquer l'interdépendance de tous ces métiers. Chaque métier joue un rôle spécifique, mais tous sont liés. On n'est pas mécanicien tout seul, on n'est pas magasinier tout seul, on n'est pas commercial dans son coin, pas du tout. Un mécanicien, certes, il va réparer, il va traiter des réparations, euh, mais il va dépendre du vendeur pour connaître les équipements spécifiques qu'il aura vendus. Et il va dépendre du magasinier qui va lui commander les pièces pour réparer. Inversement, le magasinier va évidemment dépendre de l'équipe de vente pour pouvoir prévoir les stocks de pièces pour la prochaine saison. Et le vendeur, lui, évidemment, il va avoir besoin du technicien, entre autres, pour s'assurer qu'il va pouvoir réparer le matériel qu'il aura vendu. J'insiste vraiment sur la corrélation entre la vente et le service, qui ont un lien très, très étroit. La qualité du service va clairement influencer directement les ventes. Un client qui sera mal renseigné, un client qui sera mal accueilli, un client à qui on aura fait un mauvais diagnostic, évidemment, il n'aura pas envie de venir acheter du matériel dans notre concession. C'est très important. Mais il y a aussi tous les métiers qui gravitent autour de ces 3 services. Les métiers, les fonctions support que l'on appelle. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, il s'agit des comptables, des ressources humaines, du marketing, de la communication, du e-commerce, de tous les métiers qui peuvent être liés à la location. Vraiment, c'est la collaboration de tous ces métiers qui est essentielle pour offrir un service complet à nos clients. C'est très, très important. Parce que n'oublions pas, peu importe le métier que l'on occupe dans une concession, la satisfaction du client, c'est vraiment la finalité et la priorité à tous. Tous ces métiers sont vraiment très, très orientés vers le contact client. Quelques postes occupés, on est forcément amené à répondre à un client, à répondre à une demande, à le voir, à discuter, à échanger, à réparer son matériel. Enfin, le contact client est vraiment présent dans tous les postes d'une concession agricole, qu'on soit au bureau, à l'atelier, au magasin, dehors, à l'extérieur. C'est très, très important. Et puis, ce sont aussi des métiers vraiment de passionnés. Je reste un petit coup sur la slide précédente. Régulièrement, on voit des salariés qui peuvent changer de métier dans une même concession. Les opportunités de carrière et vraiment les opportunités d'évolution sont très, très abondantes. Nous sommes des structures où nous sommes nombreux, où beaucoup de métiers nouveaux voient le jour. Aujourd'hui, on a besoin de référents de flotte connectée, de référents expérience client, de responsables SAV, de coordinateurs techniques, de responsables agriculture de précision, de spécialistes livraison. Enfin, je pourrais vraiment vous en citer beaucoup. On évolue sans cesse vers de nouveaux métiers, sans cesse. Par contre, on tient à le préciser aussi, c'est qu'on a le choix. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne souhaite pas évoluer vers des postes à responsabilité et qui suscite vraiment un intérêt à effectuer une tâche spécifique, il n'y a aucun problème, on laisse le choix. Certains préfèrent se concentrer sur des tâches bien particulières comme la soudure, le montage de matériel, la préparation de matériel, etc. Il n'y a aucun problème. On laisse le choix pour que tout le monde puisse y trouver son compte.
On est vraiment tous, quelque taille d'entreprise que l'on est, à l'écoute de nos salariés. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de secteurs d'activité qui offrent une telle flexibilité dans ces métiers et aussi des métiers qui laissent un tel avenir. Le service client, comme dit Benjamin, de toute façon, on en aura toujours besoin. Des techniciens, on en aura toujours besoin. Des magasiniers, on en aura toujours besoin. Ça, c'est essentiel. C'est vraiment un secteur dynamique et passionnant, surtout pour les personnes qui veulent évoluer dans un environnement en constante évolution. Voilà, pour cette partie-là. Pour atteindre toutes ces compétences, évidemment, les parcours de formation sont vraiment abondants. Je ne vais pas non plus vous détailler toutes les formations qui peuvent être faites aujourd'hui, mais on a vraiment une palette très très large qui va du CAP à la licence. En formation initiale, c'est-à-dire en continu au sein des établissements scolaires, ou alors en apprentissage. La voie de l'apprentissage se développe vraiment beaucoup dans nos concessions depuis ces dernières années. Une petite aparté, la formation initiale, quelqu'un qui suit un cursus en formation initiale va avoir entre 8 et 11-12 semaines de stage sur son cursus par rapport à l'apprentissage, où là, on est un petit peu sur un rythme moitié-moitié, avec des calendriers qui sont évidemment adaptés en fonction des saisons. Les saisons creuses, on va dire, seront passer beaucoup plus de temps à l'école que les saisons un petit peu beaucoup plus importantes, l'été, etc. Là, on va avoir besoin des jeunes et vous serez moins à l'école. Les calendriers sont vraiment adaptés à la saisonnalité de nos métiers. Ça, c'est important de le souligner. Pour ce qui est de l'alternance, on attache vraiment beaucoup d'importance à établir une collaboration étroite entre les écoles et les entreprises aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a longtemps constaté un décalage entre ce qui était appris à l'école en théorie et ce qui était réellement pratiqué dans nos entreprises. L'objectif aujourd'hui, c'est que vous rejoigniez des équipes d'un concessionnaire en alternance ou pas, hein, mais avec un CDI à la clé. On donne des cours directement au sein de nos ateliers. On met à disposition du matériel aux jeunes pour qu'ils puissent conduire ces machines et puis les régler en conditions de travail. On organise des rencontres avec les professionnels, les constructeurs, par le biais de visites d'usines, par le biais de participation à des salons, etc. Et surtout, la mise en place du tutorat, ça c'est essentiel. L'idée, c'est quoi? C'est d'associer à chaque nouvel apprenti un technicien expérimenté ou enfin un professionnel expérimenté qui va le suivre tout le long de son cursus scolaire. Ça, c'est très, très important pour l'intégration des jeunes dans les formations aujourd'hui et dans les entreprises. Voilà. Alors, des employeurs qui forment et qui recrutent constamment, évidemment, l'idée là, clairement, c'est de vous inviter à aller consulter des témoignages de stagiaires, d'alternants, de salariés de nos concessions, en vous rendant sur le site Un emploi à la clé. Mais vous avez aussi la possibilité de consulter nos entreprises qui recherchent des jeunes par zone géographique en vous rendant sur le lien du CEDIMA. Alors évidemment, je pense que de toute façon, tous ces liens vous seront communiqués à l'issue du webinaire. N'hésitez pas à aller consulter ces témoignages qui seront très, très enrichissants. Que ce soit des stagiaires ou, voilà, ou des alternants. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question, du sujet. Benjamin, tu as peut-être des choses à ajouter ou... Non, non, t'as balayé les choses. Après, on va peut-être passer aux questions. Mais ouais, sur la formation, vraiment, on est un des seuls secteurs où on travaille vraiment avec les écoles pour le contenu, pour le suivi. Euh, on leur demande, on leur dit ce qu'on souhaite. Donc, on est vraiment à 100%
en lien et quand les étudiants arrivent, on a des étudiants qui correspondent exactement à nos attentes. Ça arrive aussi qu'on demande à des formations de modifier leur contenu qui est plus en phase avec ce qu'on souhaite ou de demander de développer des nouvelles filières. Il y a par exemple un nouveau CQP ou un BTS, je sais plus, qui s'est ouvert en agronomie et agriculture de précision. C'est un métier qui vient d'apparaître, voilà, qu'on travaille depuis 10 ans, mais maintenant on a besoin de former des jeunes là-dessus. On peut plus compter que sur leur expérience, donc cette formation elle vient de se développer. On est sans cesse en train de développer des postes et des formations. Je vais m'arrêter là et puis après on va prendre les questions. Merci Florence, merci Benjamin pour cette présentation. Nous passons donc aux questions-réponses. Alors, la première question qui s'est posée, c'était de savoir si, avec la modernisation des tracteurs aujourd'hui, des compétences informatiques sont nécessaires pour être mécanicien dans ce secteur. Est-ce que l'un de vous pourrait répondre Oui, à cette question? tous nos mécaniciens ont un ordinateur, un smartphone et ou une tablette. Les ordinateurs sont omniprésents pour faire des diagnostics, pour faire des mises à jour de boîtiers, etc. On a de l'électronique, donc on a des compétences évidemment informatiques. Florence l'a dit tout à l'heure, mais être technicien agricole, c'est avoir des compétences informatiques, électriques, hydrauliques, mécaniques. Donc ça, ce sont des compétences qu'on va retrouver dans d'autres secteurs d'activité, mais séparées. Là, on a vraiment des gens qui vont cumuler ces compétences-là, et c'est ce qui fait tout le potentiel de ces gens-là, c'est qu'ils cumulent vraiment toutes ces compétences-là. Donc Donc, l'informatique est omniprésent aujourd'hui dans notre métier, c'est sûr. Complètement. Dans tous les je, métiers. je suppose que les parcours de formation donc intègrent toutes ces dimensions Bien sûr. du métier. Très bien. Alors, autre question, alors elle va peut-être vous surprendre. Est-ce qu'il faut être de carrure forte pour être un mécanicien et réparer les tracteurs? Florence, est-ce que tu peux réparer un tracteur? Parce que moi Bien aussi, sûr, je suis pas costaud non plus, mais bien sûr. Bien sûr, non, 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 je pense pas du tout. Aujourd'hui, en plus, nos ateliers sont vraiment équipés pour alléger la condition physique de nos métiers, que l'on soit petit, grand, une femme, un homme. C'est des métiers qui aujourd'hui sont accessibles. On n'est pas censé avoir une carrure forte pour pouvoir exercer ces métiers. Non, non, loin de là. Aujourd'hui, c'est vraiment adapté à tout le monde. comme l'a dit Florence, on travaille aussi de plus en plus sur nos équipements dans les ateliers, les EPI. Il y en a qui commencent à travailler avec des exosquelettes pour voir comment on peut alléger certaines choses, mais on a des équipements suffisants justement pour permettre à toutes les carrures de pouvoir travailler. On a des femmes techniciennes, on a des garçons qui sont pas très épais, qui travaillent sur des ensileuses, des moissonneuses-batteuses. C'est pas de la force qu'on recherche, c'est une intelligence, un pragmatisme, de la concentration. C'est plutôt ça. Très bien, bah merci pour ces réponses. Donc, je note que voilà, on peut être de petite constitution ou alors pas forcément spécialement ni sportif, ni musclé, ni grand, ni costaud Faut pour être exercer malin, ce métier. Faut Voilà. être malin et très curieux. c'est ça. Ok, très bien. Bah, je pense que la réponse devrait parfaitement satisfaire donc l'un de nos participants ce matin qui avait posé cette question. Alors, autre question sur le métier de vendeur cette fois-ci. Euh, Est-ce qu'il faut être du milieu agricole pour être vendeur dans ce secteur? Tu, quel est le, comment ça se passe chez toi, Florence? Les vendeurs, ils sont tous du milieu agricole? Non, non, non. Nous,
On a vraiment des contre-exemples. On a, je pense pas que ça soit nécessaire, enfin que ça soit une priorité. Alors, on apprécie toujours les personnes qui sortent du milieu puis qui ont déjà une certaine connaissance dans le milieu agricole. C'est sûr que c'est un petit peu, on va dire, facile au départ. Mais j'ai l'exemple d'un de mes vendeurs qui, lui, était vendeur chez Decathlon. Donc, rien à voir avec le milieu. Ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Il est très performant, il est très impliqué et j'ai vraiment le contre-exemple où non, on n'est pas nécessairement obligé de connaître le milieu agricole. C'est toujours plus facile pour le démarrage, j'ai envie de dire. Mais on peut vraiment y arriver si on n'est pas issu de ce milieu. C'est le même cas chez moi. À peu près aujourd'hui, la moitié des vendeurs ne sont pas, ont une relation assez éloignée de l'agricole. On a des un ancien vendeur de voitures, par exemple, un ancien vendeur de chez Peugeot qui nous a rejoint depuis 2 ans et ça se passe très bien. Ça demande un effort et une motivation un peu plus supplémentaire pour Oui, vraiment voilà, au départ, c'est ça. comprendre le milieu, s'intéresser aux cultures, voilà, parce que c'est les discussions en fait avec les clients. C'est pas tant le métier, c'est plutôt les échanges et l'expérience en fait qui va manquer. Donc il va falloir redoubler pendant 1 an ou 2 de de curiosité et être un petit peu humble, mais ça vient très vite. Ça vient très vite. Très bien, bah merci pour ces réponses. Alors, autre question de Patrick qui nous demande, à partir de quel âge peut-on commencer à conduire du matériel agricole sur la route? C'est très précis. Alors, il me semble que si on est fils d'agriculteur, ça doit être 16 ans Ah, non, et c'est tout. Et après, il faut un permis lourd c'est ça. Ce qui est très important, pour conduire notre tracteur. c'est d'avoir le permis B aujourd'hui pour pouvoir conduire un tracteur qui ne dépasse pas les 40 km/h attelé à une remorque. Permis B. Au-delà, il faut le permis poids lourd. D'accord. Et donc, il y a un régime particulier pour les enfants d'agriculteurs, j'entends. Oui, ouais. D'accord. Il y a un régime particulier parce que ils estiment que l'enfant de l'agriculteur doit pouvoir conduire le tracteur l'été pour aider le père, etc. Hmm. Ça vient même des. Qui n'est pas valable dans nos possessions. C'est pas parce que Ouais, aujourd'hui on embaucherait un fils d'agriculteur qui a 17 ans, c'est pas pour autant qu'il pourrait conduire un tracteur dans nos possessions. Ça, c'est vraiment le fils d'agriculteur qui conduit sur son exploitation. En voilà. revanche, Et pour l'exploitation. voilà, et pour l'exploitation. Mais dans nos concessions, il faut être titulaire du permis B pour les tracteurs inférieurs à 40 km/h. Et au-delà, c'est le permis poids lourd. Et même dans l'enceinte de nos concessions, on ne peut pas conduire n'importe comment un Non, tracteur. Soit il faut que le DG de la concession se soit assuré que oui, il avait des compétences minimum et avait été formé un minimum en interne pour conduire dans l'enceinte de la concession, ou alors il leur faut des permis. Des permis. C'est très surveillé. très réglementé, oui. Merci. Alors, autre question de Benjamin qui nous demande si avec un bac général, on peut faire le BTS. Alors, donc je suppose l'un des BTS des métiers de la maintenance agricole et espaces verts. Est-ce qu'on peut donc y accéder après un bac général? Bien sûr, alors, cela est signifié sur le parcours de formation. On peut intégrer un BTS à l'issue d'un bac général. Alors, après, il faut voir un petit peu le profil. Nous, ça a déjà arrivé qu'on ait orienté des jeunes en CQP avant d'intégrer un BTS pour un petit peu faire une remise à niveau, entre guillemets, ou une petite année de préparation avant d'intégrer un BTS qui a besoin qui aborde beaucoup de notions techniques, mathématiques, etc., qui sont pas toujours vues, qui peuvent être vues dans les autres bacs agricoles. Mais Est-ce que vous pourriez du coup, Florence, peut-être préciser en quelques mots ce qu'est un CQP, parce que je suis pas sûre que le notre CQP, auditoire. Oui, c'est le certificat de qualification professionnelle. C'est vraiment un certificat de spécialisation. Il est
très très souvent fait, majoritairement, il est fait après le BTS. Ça arrive souvent qu'il soit fait après le BTS. Mais là, depuis ces quelques dernières années, moi j'ai eu le cas dans mon entreprise où il y a deux jeunes qui ont souhaité intégrer le CQP pour se spécialiser, alors qu'ils sortaient vraiment d'un bac général, hein, qui sortaient d'un autre milieu. Ils ont souhaité intégrer le CQP pour vraiment se spécialiser un petit peu dans l'agricole et voir vraiment en quoi cela consistait et qui derrière ont enchaîné en BTS. Et ça s'est vraiment très bien passé parce qu'ils ont eu un petit peu une année de remise à niveau, entre guillemets, et ils ont intégré le BTS derrière, ils l'ont eu sans problème. Mais c'est tout à fait possible de sortir du bac et d'intégrer un BTS aussi. Ça dépend un petit peu des profils, mais il n'y a aucun problème. Il faut, D'accord. il faut le mieux, c'est quand même de discuter aussi avec l'entreprise qu'on a ciblée, parce qu'évidemment, ces parcours de formation, il faut après avoir une entreprise qui nous accompagne dans ce parcours. Généralement, il faut cibler les deux en même temps. C'est arrivé une ou deux fois qu'on ait des jeunes qui arrivent et qui disent, voilà, moi j'ai choisi ce parcours de formation et je voudrais le faire dans votre entreprise. Sauf que le parcours de formation que cette fille avait choisi, nous convenait pas du tout. On le connaissait et on l'a motivé et on l'a poussé à changer de parcours de formation pour intégrer notre entreprise et quelles sont vraiment les compétences requises pour continuer à travailler avec nous. Donc, je dis pas qu'il faut valider avec l'entreprise d'abord, faut faire votre propre choix, mais il faut en discuter aussi et échanger, prendre le temps d'échanger avec l'entreprise dans laquelle on souhaite faire cet apprentissage. La plupart, je pense aujourd'hui, comme nous, on fait les entretiens avec les parents aussi des plus jeunes pour bien valider que tout le monde ait bien les informations et qu'on puisse bien poser les obligations de chacun et les devoirs de chacun. Parce que c'est un vrai contrat. À partir de là, on devient un salarié de l'entreprise. Hein, quand on est apprenti, on est, Florence, toi, tu le dis bien, on est un salarié En en cours de formation, c'est formation. ça. Voilà. Je trouve que c'est une belle formule et donc ça mérite de prendre le temps de réfléchir et de poser vraiment ses engagements, y compris le parcours de formation. Alors justement, en parlant enfin, dans la même thématique, je dirais, j'ai la question de Patrick qui nous demande si un niveau scolaire minimum est requis pour être mécanicien agricole. Non. Non, en fait, ça va dépendre vraiment ça va dépendre vraiment des personnes, de la motivation, Non, des postes qui mais il peuvent est être vrai. ouverts, mais Je ne sais pas si tu me rejoindras sur ça, Benjamin, mais c'est vrai que en dessous du bac, c'est compliqué aujourd'hui, quoi. mm, On constate qu'il y a des notions qui sont vraiment abordées en bac, qui sont essentielles aujourd'hui au métier de mécanicien, puisque le métier a tellement évolué en peu de temps euh, qu'on a vraiment un minimum, on va dire le minimum requis aujourd'hui, il est, enfin chez nous pour notre part, il est quand même au niveau du bac. ouais. Il est vraiment au niveau du bac. Après, Après, on a encore ça s'arrête au des bac. postes et quand on reçoit du matériel neuf, par exemple, on a toute une procédure de montage. Les matériels, il faut qu'on les prépare pour beaucoup. Donc, il y a des tâches qui sont de la mécanique basique, on va dire, c'est du boulon, c'est du montage, etc. Il faut suivre des plans. Je dis pas que c'est simple non plus, mais faut bien le faire. Mais là, ça requiert pas d'électronique, d'hydraulique, etc. Donc, oui, il y a des postes qui ne nécessitent pas un niveau scolaire trop élevé où il y a possibilité de vivre et probablement d'évoluer. Mais ils sont évidemment moins nombreux que les mécaniciens, les techniciens. Et évidemment, c'est les postes que l'on cherche aujourd'hui. Ce sont ceux qui sont le plus ouverts au-dessus du bac. Alors du coup, si je rebondis, quels sont les postes et les métiers accessibles après un CAP? Euh, je peux pas répondre comme ça, moi. C'est un petit peu compliqué de répondre comme ça. Moi, demain, un candidat qui va postuler dans notre entreprise, qui a un CAP, mais qui a déjà, je veux dire n'importe quoi, mais 3 ans d'expérience
dans un métier similaire, il va très bien pouvoir avoir un poste de mécanicien dans l'entreprise. Euh, Sinon, on va l'orienter vers un bac pro. On va le pousser à on évoluer. va, on va l'orienter, voilà, ça c'est sûr, on va l'orienter à poursuivre son cursus vers un bac pro. Euh, Alors, après, si je vous suis, quelqu'un qui prépare un CAP, puisque ça fait quand même partie des diplômes de votre filière, le CAP maintenance des matériels agricoles qu'on a là sous les yeux, du coup, en tant que tel, il ne suffit pas à assurer une insertion professionnelle, il faut poursuivre ses études pour, aujourd'hui, le CAP, il est souvent intégré au parcours du bac pro en 3 ans. C'est pour ça que le bac pro aussi est passé en 3 ans. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, à l'issue du collège, attaquent le bac pro. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus adapté que de faire 2 années de CAP et de renchaîner un bac pro derrière. Autant commencer directement en première année de bac pro, de faire les 3 années. Le niveau du CAP, il sera déjà acquis. Effectivement, un jeune qui veut faire uniquement un CAP, euh, c'est évident que ça ne sera pas suffisant derrière pour susciter une embauche. Donc, clairement, aujourd'hui, ça va être compliqué, quoi. c'est Mais important de Peut-être, préciser, alors, en effet, parce que la peut- question a été peut-être, posée, oui. peut-être pour la filière espace vert, et je veux pas minimiser la chose, je la connais moins, mais peut-être pour la filière espace vert, le CAP espace vert est peut-être plus commun. Mais nous, si on veut aller voilà sur l'hydraulique et sur des choses un petit peu plus loin qu'on rencontre dans l'agricole, peut-être qu'il sera nécessaire d'aller un petit peu plus loin. C'est à mesurer sur savoir quel secteur si le jeune souhaiterait dans quel secteur il souhaiterait s'investir. En tout cas, pour l'agricole, je rejoins Florence. Pour l'espace vert, je mets un bémol. Je connais un petit peu moins les parcours de formation là-dedans. Mais peut-être que le CAP, Oui, juste une euh, petite ce précision, sera oui, plus juste pour l'espace vert. par rapport au CAP aujourd'hui, on a beaucoup plus d'effectifs spécialité espace vert. Donc, du coup, ça ah, voilà. représente Voilà. en termes d'effectifs de jeunes qui étudient, c'est plus de espace vert. Voilà, de la filière espace vert. Ok. Oui, c'est ça. Ok, Merci Je Nathalie. parlais alors, vraiment de la partie agricole pour ce qui me concerne. L'espace vert, je maîtrise un petit peu moins. bien. Merci pour ces précisions. Du coup, j'ai laissé, là, on a fait un bon tour des questions qui se sont posées sur le fil de conversation et j'ai laissé un peu pour la fin les questions sur les salaires. Alors les Alors, salaires, je vais vous restituer les questions. ouais. Il y a une question donc de Zacharia sur le salaire moyen sur 3 fonctions, magasinier, vendeur et mécanicien. Ça, c'est une première question sur les salaires. Alors, Alors, euh, je pense, c'est toujours difficile de parler de salaire moyen, peut-être partir d'une fourchette. ouais, c'est assez difficile de parler de salaire moyen. On a des études évidemment là-dessus. On a fait des études avec notre syndicat sur 600 entreprises. On a des salaires ici moyens que j'ai sous les yeux, donc je peux vous les donner avec évidemment euh, toute la prudence qu'il faut avoir. Les salaires seront pas les mêmes suivant les bassins d'emploi, suivant les régions et, euh, et suivant les sociétés évidemment. Donc pour un mécanicien débutant, on a noté 1900 euros. Rappelle-moi ce qu'on a changé net brut, c'est Ouais, 1900 euros brut. 1900 brut, oui. 1900 brut mécanicien débutant. Donc là, on parle d'un mécanicien débutant 35 heures, sans expérience sortie de diplôme. Mécanicien 2100 euros, technicien 2500 et responsable chef d'atelier 3400. Donc on va aller sur une fourchette très large du SMIC jusqu'à du 3000, 4000 euros brut pour un mécanicien au cours de sa carrière, suivant ses souhaits d'évolution, suivant ses spécialisations, suivant s'il est responsable de personnes ou non.
Voilà. Donc ça va être assez variable suivant l'expérience. Euh, Alors, la question a été aussi posée sur un métier de magasinier ou de vendeur. Alors, j'imagine que le métier de vendeur, c'est un peu spécifique parce qu'en général, sur les métiers de la vente, il y a souvent un système de rémunération variable ou de commissionnement. ouais. Métier de magasinier, métier de vendeur, une idée peut-être, une fourchette indicative? Alors, métier de vendeur, je peux en parler un peu plus, je connais un petit peu plus. Généralement, alors il y a beaucoup de systèmes de rémunération différents. Euh, Au final, on est toujours à peu près sur la même chose. On a une rémunération fixe qui va être autour du SMIC. Et puis après, on va être rémunéré à la commission. Et ça peut se résumer en un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, qui va tourner à peu près à 1,5, 2%, suivant les zones. Encore une fois, en élevage et en grande culture, quand on va vendre des moissonneuses-batteuses ou quand on va vendre des tracteurs de 100 chevaux, les systèmes de rémunération sont pas les mêmes. Mais un vendeur va toucher entre 2000 et 4000 euros suivant les années, suivant l'expérience, etc. Là aussi, c'est assez cyclique. Et pour un magasinier, je veux pas dire de bêtises, j'ai pas de chiffre en tête. Florence, est-ce que t'aurais quelque chose un petit peu plus, toi? Un magasinier, on va dire, c'est vrai que c'est pas comme le technicien ou le mécanicien qui va vraiment évoluer du mécanicien débutant vers mécanicien, vers technicien, vers responsable, etc. Là, on a vraiment une évolution avec des paliers, entre guillemets, de salaire. Un magasinier, il va débuter sa carrière entre les 2100, 2200 bruts, quoi. S'il fallait que je donne une fourchette, c'est un petit peu ce qui se pratique chez nous, quoi. Et alors, une dernière question, je crois, sur les salaires. Le salaire maximum d'un mécanicien agricole. Je crois que Benjamin, vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant qu'on pouvait être jusqu'à peut-être 3500 euros bruts Ouais, on vers a la des fin de carrière techniciens. d'un mécanicien. Ouais, nous aujourd'hui, on met en place et beaucoup le font aussi des référents parce qu'on a des gens qui ont de l'expérience, on a des gens qui sont peut-être plus doués, passionnés sur certains points. Donc, on a des référents sur certains produits. J'ai des référents sur du GPS, des référents moissonneuses-batteuses, etc. Donc, c'est des gens qui vont être amenés à faire du tutorat, à accueillir des apprentis. C'est des gens qui vont être amenés à, à répondre au téléphone pour aider les collègues du groupe, parce que eux, ils ont une certaine expérience, donc ils vont pouvoir soutenir. Ils vont faire de la formation en interne, ils vont faire de la formation client. Voilà, ils vont développer un petit peu le panel sur de la transmission. Et là, on peut avoir des salaires qui peuvent être assez élevés. Alors, oui, on va dépasser les 3000 euros sur des postes clés de techniciens référents avec comme ça une transmission et puis certaines gestion d'équipe, on va dire, même si c'est pas ça, mais quand on a avec soi des apprentis, un apprenti tous les ans, il y a une forte responsabilité. Et puis après, ils les suivent encore, ces gens-là, ils continuent à être leur parrain. Donc, ces gens-là, oui, on les rémunère un petit peu plus parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée interne à l'entreprise. Donc, de toute façon, ces salaires, euh, on est conscient on est conscient qu'il faut qu'on fasse évoluer les salaires. On est conscient qu'il faut qu'on fasse évoluer nos prix de main-d'œuvre, etc. Donc c'est en cours et on a déjà beaucoup évolué, ne serait-ce que depuis le Covid. Florence, je pense que tu peux en témoigner aussi, mais on a augmenté à peu près de plus de 10% là, ces Oui, 3 dernières années les salaires et on continue là-dessus et on met l'accent vraiment là-dessus. Donc il faut pas avoir peur de ça. Ce sont des métiers extrêmement recherchés. Euh, où voilà, l'investissement et le souhait de prendre quelques responsabilités sont payants pour des carrières et pour des constructions de salaire. Ok, merci. Alors justement, vous parliez, Benjamin, de métiers recherchés, et là, j'ai un de nos participants, Jonathan, qui nous fait remarquer que, par exemple, sur un CAP d'espace vert,
et Jonathan travaille pour un CFA, donc sur un CAP d'espace vert qui est proposé par son CFA. Eh bien, le CFA a les entreprises, mais malheureusement pas les jeunes. Euh, qu'est-ce que ça vous appelle peut-être comme remarque ou comme Vous voulez dire qu'en euh, sortie de CAP, il n'a pas assez de monde, il y a pas assez non, c'est-à-dire que pour de suivre diplômés? le CAP en apprentissage, c'est un CFA qui propose Ah, en mais il trouve pas apprentissage suffisamment un de CAP. débouchés. Bah, Il trouve pas ils ont les suffisamment entreprises d'entreprises pour les accompagner. qui veulent recruter les alternants, mais ils ne trouvent Ouais. pas les alternants. Ah, Ouais. Les C'est jeunes, la pénurie des jeunes pour trouver. Justement, en fait, l'objectif un peu de ce webinaire, c'est faire des actions de promotion de nos métiers pour essayer de découvrir, en fait, faire découvrir nos métiers de la maintenance des matériels agricoles et des espaces verts. Parce que c'est vrai que, en fait, je pense que c'est des métiers où il y a beaucoup de force et de potentiel, comme Florence et Benjamin l'ont exposé. Et en fait, attirer des jeunes vers nos formations, puisqu'à la base, en fait, ce que moi j'ai compris, c'est que en fait, c'était plus les filles d'agriculteurs qui allaient naturellement vers nos formations. Et aujourd'hui, on essaye d'étendre en fait, de faire connaître ces métiers pour justement recruter d'autres jeunes qui viennent d'autres milieux. Et voilà. Et du coup, je pense que c'est des cas par cas parce qu'il y a des établissements où ils arrivent à recruter dans leur formation. Il y a des établissements qui ont plus de mal et tout ça. Mais voilà, je pense que c'est par des opérations de communication de tout type qu'on va réussir à essayer de trouver des jeunes dans nos formations. Voilà. mais tu l'as dit, Natalia, bon, on a loupé l'apprentissage. Je veux dire, en France, on a loupé l'apprentissage pendant des dizaines d'années. On a relégué ça à peut-être de l'échec scolaire, ou en tout cas, on a plus favorisé la poursuite d'études. Nous, notre secteur d'activité, on a travaillé, on a continué à vivre grâce aux fils d'agriculteurs et à tous ces gens qui naviguent dans l'agriculture comme source d'emploi. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de fils d'agriculteurs et de filles d'agriculteurs prennent ce chemin-là, et on se rend compte qu'on a loupé tous un virage dans l'apprentissage. Ça fait quelques années déjà on a conscience de ça, hein, c'est sûr. On améliore l'apprentissage en interne par du tutorat, par vraiment intégrer les parents, voilà, en prenant vraiment à cœur l'apprentissage. Mais on a loupé ça, et les familles, les parents, les enfants ont aussi une image lointaine de l'apprentissage. Donc on doit travailler ça aussi. Et double peine pour nous, c'est donc l'apprentissage et le secteur espace vert et agricole qui n'a pas l'image qu'il mérite. Donc, nous, on a une double peine. Pourtant, on recherche tout le temps des apprentis. Nous, on est un peu plus de 30% d'apprentis chaque année dans notre effectif. Hein. 300 personnes en France, plus de 30% d'apprentis. Euh, mais on en cherche d'autres. On en cherche toujours d'autres. Donc, ouais, il faut faire la promotion de ça, et la promotion du fait que l'apprentissage est une vraie porte d'entrée active dans, dans, dans l'entreprise, et c'est hyper bénéfique, et c'est dommage qu'on ait perdu ça en France. Moi, je travaille avec une entreprise suisse. Eux sont très au fait de l'apprentissage et ont jamais perdu ça depuis 40 ans, et ça se voit dans toutes les entreprises. Tout le monde, presque, a commencé en tant qu'apprenti, et c'est une vraie culture là-bas, l'apprentissage. Donc, il faut qu'on arrive à remettre ça en route, en revalorisant aussi l'aspect plutôt cool et sympathique de notre secteur d'activité. Je rejoins complètement Benjamin là-dessus et c'est bien pour ça qu'on se rapproche et qu'on établit aujourd'hui un vrai partenariat avec les établissements scolaires pour que attirer tous ces jeunes et mettre en place des actions qui rendent vraiment ces formations actives, quoi, et qui les attirent. On y travaille vraiment de pied ferme tous les ans. C'est vrai que c'est une vraie priorité aujourd'hui.
Le recrutement est assez compliqué comme dans tous les domaines. Et je pense qu'un des meilleurs moyens consiste à la formation. Alors certes, c'est un peu plus long, mais c'est quand même très, très bénéfique et beaucoup plus serein pour l'entreprise plus tard. Et ça contribue à la pérennité de nos entreprises aussi. Alors Vous pouvez, justement, Florence, je rebondis parce que nous avons une participante qui nous demande justement comment organiser des rencontres et alors des rencontres et des actions de formation, qui contacter? Alors, du coup, juste cet webinaire, il a été organisé par le CEDIMA, qui est l'organisation professionnelle qui représente tous les distributeurs de machines agricoles et d'espaces verts. On a plusieurs secteurs qu'on représente, comme on vous a montré. Il y a l'élevage, la viticulture, l'espace vert, l'irrigation et l'agriculture. Et en fait, notre fédération, l'objectif, c'est vraiment de répondre à tous les besoins de nos concessionnaires. Et en fait, on a quand même un maillon au niveau régional. On a des présidents de région, on a des présidents de département qui représentent nos professionnels au global. Et à chaque fois, en fait, qu'il y a des initiatives comme ça, je centralise ces initiatives-là pour pouvoir les adresser au bon contact. Et en fait, nous, on essaye de faciliter la mise en relation entre les entreprises et les établissements et les personnes qui veulent se former chez nous. On a mis un site qui s'appelle Un emploi à la clé où vous avez toutes ces informations-là sur les témoignages et métiers. Et en fait, il n'y a pas un secret. L'idéal, ça serait que on connecte directement les gens pour que les projets puissent naître et puissent être bénéfiques pour tout le monde. Et pour ça Alors, aussi, en fait, pardon, je vous interromps juste, Natalia, pour vous dire que la personne qui a posé la question précise qu'elle est formateur en CFA. Donc, ok, j'imagine que son objectif, c'est d'organiser des rencontres au sein du oui, CFA. très bien. Et par ailleurs, j'ai aussi, là, je pense que c'est comment dire, un enseignant ou une personne qui participe, qui est rattachée à l'éducation nationale, qui nous demande comment organiser des interventions au sein des classes en lycée professionnel. on le fait régulièrement. Des fois, on est contacté en direct, mais passer par le CEDIMA, c'est très bien aussi. Ça permet d'avoir une trace et un suivi, mais on le fait très volontiers et on le fait avec la hauteur de vue nécessaire. C'est-à-dire que si moi je vais dans un lycée, je vais pas parler de forcément que de mon entreprise et de ma marque, mais on est là pour valoriser tout le secteur et on travaille pour la filière et pas que pour notre entreprise. Donc, on peut très bien venir faire des interventions avec la hauteur de vue nécessaire pour expliquer les parcours et les débouchés possibles en France sur tous les secteurs. On est vraiment à la demande, nous aussi, d'établir ce genre d'intervention. Voilà, comme le disaient Natalia et Benjamin, il ne faut pas hésiter à solliciter Natalia via le CEDIMA. Nos coordonnées sont disponibles aussi sur le site du CEDIMA, mais on est vraiment à la recherche, nous aussi, et demandeurs d'établir ce genre d'intervention pour J'ai apprendre j'ai plus. déjà, j'ai déjà accueilli des classes de maternelle hein, Mm. à la concession, des lycéens, des gens en, pardon, En reconversion. en reconversion, merci, je trouvais plus le mot. Voilà, on accueille aussi parce que c'est bien d'avoir le lien, de leur montrer ce que c'est un atelier, un magasin. On a besoin de ces contacts-là parce que nos concessions, le public n'y rentre pas. Il passe devant, il voit des tracteurs et il se demande bien ce qu'il y a là-dedans. Et nous, nos portes sont grandes ouvertes pour accueillir des classes et faire un tour, 1 heure faire le tour de la concession, 1 heure discuter. Et voilà, ça donne une autre image de ce qu'on est, de ce qu'on fait. C'est important. Et après, n'hésitez pas aussi à voir l'annuaire parce que vous avez les entreprises en direct. Donc ça, c'est aussi important, c'est deux voies possibles de contact. Et en fait, nos concessionnaires, comme ils sont aussi acteurs de la promotion de nos métiers, c'est quelque chose où, en fait, ils vont voir en interne et ils vont nous demander, par exemple, tout ce que c'est support de communication. Et en fait, nous, on va les accompagner aussi. Donc, du Très coup, bien. en fait, ça se fait via les deux voies. Soit les concessionnaires me contactent en me disant, écoute, j'ai une présentation à faire dans cet établissement. Est-ce que tu pourrais me donner tel support, tel support? Et moi, en fait, voilà, je vais les alimenter et ils vont faire la promotion de nos métiers au nom du CEDIMA. Voilà. Et ou soit on me contacte et moi, je redirige vers les bonnes personnes.
Voilà. En fait, nous, notre objectif, c'est de démultiplier les voies de contact possibles, donc au niveau local, mais aussi au niveau central où il y a le CEDIMA qui centralise. Voilà. Merci aux deux intervenants, Florence et Benjamin, pour leur présentation de ce matin. Merci Natalia pour toute votre présence et puis les compléments.